Salut à tous. Alors, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient là pendant les 5 minutes qui viennent de s'écouler. Il s'avère que j'ai oublié de le faire passer sur l'écran Starting Soon, donc vous avez eu une vue sur ma chambre pendant quelques minutes. Salut Shadownist, comment tu vas? Du coup, voilà, vous avez vu ma chambre vide. Ouais, il s'avère que, en fait, j'ai des copains à la maison, on a mangé, là ils vont continuer tranquille à manger tout ça. Et je suis retourné finir, ils ont fait alors j'ai plus le nom, mais c'est de la viande marinée. C'est du poulet mariné frit japonais avec de la mayo japonaise. Alors je vous avoue qu'il y a une partie de mon existence qui est encore dans mon repas. C'était extraordinaire. Euh, Du coup, voilà. Comment s'est passée votre semaine? En ce dimanche fort bleu à Toulouse. Fort froid, mais fort bleu quand même. Perso, eh ben, ça s'est franchement bien passé. J'ai fini de reprendre tout mon, tout mon roman sur Excel. Et ben bien. J'ai quasiment, enfin en fait, je me suis rendu compte que j'avais un petit souci au niveau de la gestion de 5 chapitres qui sont quasiment à la fin et qui sont. Ouais, je sais, Shadownist, je sais. Je me sens un peu trahi par moi-même, mais bon là, en vrai, vu le volume du roman et vu que je veux vraiment le reprendre sérieusement, il est nécessaire de le faire. Alors ça fait un truc. C'est marrant parce que du coup, pour faire simple, il y a deux personnages qui, pendant une grosse partie du roman, et je m'en suis rendu compte là en le reprenant sur Excel, c'est qu'en fait j'ai deux personnages, bah, la personnage principale et enfin la protagoniste et le deutéragoniste, parce que oui, je connais ce mot, et ce qui veut dire c'est le deuxième personnage le plus important en fait, qui pendant la majorité du récit on n'est pas sûr de qui est le protagoniste, et c'est vers la fin qu'on a la confirmation de ok c'est elle la protagoniste, et lui en fait il n'est là que pour raconter et mettre en branle un peu l'histoire à certains moments. Et les chapitres qui à la fin qui sont sur une grosse scène de bataille, et vous savez c'est ce trope un peu qu'on trouve beaucoup dans le manga aussi, ou dans les séries, dans le livre, parfois c'est un peu plus difficile, où il y a plein d'actions qui se passent simultanément, et plein de groupes qui en fait sont, pendant cette bataille, menés, enfin, ils sont amenés à se rejoindre, et en fait il fallait que... J'avais fait un truc où en fait c'était un chapitre par groupe, des gros chapitres, et en fait ça cassait un peu le rythme, parce que du coup, chacun avait une grosse montée, puis on retournait au groupe d'après, qui avait lui-même sa montée, c'était pas très intéressant. Donc là, il me reste un petit découpage à faire pour être paré, mais je pense que mercredi, du coup, quand on se verra, je serai sur l'écriture effective du roman. C'est de réussir à en fait subdiviser ces 5 chapitres en plus de chapitres, mais évidemment plus courts, pour avoir quand même la même quantité de matière, et avoir une espèce de montée de la tension qui soit concomitante. C'est-à-dire que chaque trame augmente un peu en même temps, et où du coup, il y a tout ça qui nous amène vers le moment où l'équipe est prête, l'équipe va affronter le boss final en absence de la protagoniste, et l'équipe se fait torcher, mais violemment. Et c'est à ce moment-là que la protagoniste arrive, et elle a le même prénom, enfin, elle a le même nom qu'une dragonne dans la légende, et en gros, bah, là où un héros a tué la dragonne par le passé, bah, en fait c'est elle qui va tuer ce héros qui a été ressuscité par les dieux. Donc c'est un truc un peu, voilà, et je pense qu'en redécoupant bien, ça peut me permettre d'avoir cette belle montée, ce moment de ah, ils vont y arriver avant qu'elle revienne, et en fait non. De la même manière que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est les aigles qui arrivent, bah là c'est les wyverns qui arrivent, parce que j'adore les choses qui ont des écailles. Voilà. Merci Shadownis. Bah, j'espère que ce sera bon. Puis là, j'ai vraiment pour objectif 2023, c'est l'année où je le réécris, je le corrige, et soit je l'envoie à des maisons d'édition, soit si ça marche pas, je pense que j'irai vers l'auto-édition du coup. Parce qu'en fait, au vu de mon projet, c'est-à-dire travailler sur l'univers avec les aigles à écailles, exactement. Mais vu que mon projet c'est de faire mon univers avec des écrits, des jeux de rôle machin, potentiellement, si les écrits fonctionnent pas dans l'édition classique, tout faire en auto-édition, avec un moyen de tout rassembler tout ça via un site d'auteur, ce sera peut-être en fait la meilleure marche à suivre au vu de mon projet. J'y suis pas encore, ça réfléchit, ça tourne dans le fond de ma tête, on en saura un peu plus dans quelques mois, je pense. Voilà. Ceci étant dit, parce que voilà, j'ai passé... mais bon, voilà, du coup, semaine très, 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 très productive. Salut! Oh là là, c'est encore un pseudo qui est genre impossible à prononcer. Merci de venir, mais Merci SBD Guide. Je vais t'appeler Guide. Guide. Parce que
Je vais pas me... Je viens d'une autre planète et j'ai créé un peuple qui voue un culte. En fait, c'est pas Terre 2. C'est-à-dire, c'est pas Terre 2. Je crée un peuple... Ah, qui nous voue un culte? Genre à nous les gens de la Terre 1? Ou j'ai peut-être pas compris. Et comment vas-tu, d'ailleurs? Bon, le temps que tu écrives Guide. Pour petit rappel, on est donc là sur un atelier world building où on crée des choses au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est d'avoir un univers quand on aura fini de tout créer, en gros. Il y a 4 semaines, on a créé une carte. Elle est là. Donc ça, c'était la mienne. Ensuite, on a créé une religion. On a créé une civilisation. Et, euh, et ce que je vous propose de créer aujourd'hui, alors, c'est de créer un pays. Et comme ça, avec ça, on a vraiment toutes les... Je sais pas comment dire. On a des unités géographiques, religieuses, culturelles qui sont très développées et qui vont nous permettre avec un pays, de faire fusionner tout ça dans un même endroit. Euh, alors, je tiens à vous dire, j'ai pas mal avancé sur le machin. J'ai bien une Québécoise connue a choisi de m'appeler Bob. Ok Bob. Il n'y a pas le son. Ça, c'est bizarre parce que tout le monde m'entend, Oreo. Du coup, est-ce que ça vient de toi? Parce que, enfin, je suppose que Shadonis m'entend puisqu'il m'a répondu. Pareil pour Bob. J'aime bien Bob. C'est simple. Ouais, donc je pense que ça doit venir de ton côté, Oreo, l'absence de son. Oui, tu nous entends? Ok, super. Euh, mais ouais, j'ai pas mal réfléchi à la question du pays pour cette semaine, parce que c'est ce qu'on avait convenu la semaine dernière avec notamment Shadownist. Et il s'avère que eh ben, créer un pays, en fait, si on veut vraiment tout centraliser, euh, eh ben, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va avancer. Il y a une possibilité pour que du coup, à un moment, je m'arrête un peu plus tôt que d'habitude et qu'on fasse le pays en 2 fois. C'est pas encore sûr, mais voilà, c'est une possibilité parce que mine de rien, je fais ma méthode en plusieurs étapes et juste pour arriver à la fin de créer un squelette d'histoire du pays, j'en suis à l'étape 13 au total. Ça fait beaucoup d'étapes, mine de rien. Donc voilà, il y a une possibilité pour que ça se fasse en 2 temps. On verra au fur et à mesure. C'est bon? Ok, nickel Oreo. Est-ce que, est-ce que tu avais fait ce truc que j'oublie de faire parfois et où je suis en mode ah, j'entends rien? Tu avais oublié de mettre le son sur ton PC. Sinon, ça m'arrive souvent. Ah, c'est carrément possible de. Ok, ouais. Ouais, c'est carrément possible de créer un pays avec des animaux qui ont des droits, avec un droit des animaux. Enfin, c'est absolument faisable. Moi, pour ceux qui n'étaient pas forcément là les semaines précédentes, j'ai créé une région que vous voyez juste là. Donc là, au milieu, vous avez une région qui s'appelle Elferé. C'est la région des elfes du Marais. Parce que j'ai eu un petit problème avec les elfes ces dernières semaines. Et où en fait, donc j'ai créé, donc c'est un marais où les elfes cherchent à détruire le marais, enfin plus pas de détruire le marais, mais faire en sorte que ce soit plus un marais, donc ils vénèrent la nymphe du gazon. Donc il y a toute une religion autour de cette nymphe du gazon qui prend le premier-né de chaque homme et de chaque femme pour en faire soit sa police secrète, soit pour prendre leur énergie vitale et la réinsérer dans la terre. Donc ça c'est leur religion. J'ai créé la semaine dernière la civilisation que vous voyez en dessous là, les territoires humains, qui s'appelle l'école du regard de fer, qui est une espèce de méga civilisation qui bouffe les autres nations pour que les divinités qui soient vénérées ailleurs soient littéralement données à manger à leurs propres divinités. Et cette semaine, donc après qu'on ait fait vu un peu ce que c'est un pays, ce que ça implique, etc., je vais travailler sur... Donc là, on n'en a qu'une partie. Là, vous avez genre les elfes du marais, les elfes de la forêt, les elfes de la plaine, les elfes du volcan. Et en gros, enfin les elfes de la montagne, pardon. Et moi, ce que je veux proposer, c'est quand on en arrivera au moment de créer effectivement, je vais créer le pays des elfes vraiment, donc qui dépasse cette carte-là. Mais c'est pas un problème puisqu'il y aura un petit moment dessin de la carte qui sera beaucoup moins développé que la dernière fois, mais qui peut être pas mal pour quand même réfléchir à un pays. Moi, je suis sur une histoire qui se déroule sur Mars. Ok, et il y a on est sur une situation où c'est une planète unie, genre il y a un gouvernement planétaire, où il y a différentes nations autour de autour de Mars, et sur quel plan à quel niveau se,
s'intéresse à ton histoire, Oreo. Plutôt micro, macro, on s'intéresse à ce qui finalement se passe dans la galaxie tout entière, ce qui est absolument génial. Alors, Shadonis était un habitué, enfin, il sait, je suis beaucoup plus spécialiste de la question de la fantasy que de la science-fiction, mais en termes de... Enfin, c'est pas que je suis plus spécialiste, c'est juste que, bah, à écrire, je préfère la fantasy. Voilà, tout simplement, on va pas aller plus loin. Mais en termes de construction, c'est un début de colonisation, ok. En termes de construction, ça se ressemble énormément. Même si des sympa, c'est super sympa, mais des trucs qui bouffent les autres, c'est pas la civilisation actuelle. Alors Bob, euh, comment ils disent dans les films? Euh, toute ressemblance avec des personnes et des états réels euh, est absolument fortuite. Oui, absolument. Après, c'est plus dans le côté de... ça m'a beaucoup fait... Enfin, quand je l'ai pensé, ça a un côté très... la période colonisatrice, la période coloniale européenne. Et avec vraiment ce côté de... bah, dans l'univers que je crée pour le délire, les divinités existent vraiment, pas au sens de... Je dis pas que Dieu n'existe pas ou que les dieux n'existent pas, mais c'est-à-dire que les divinités ont une matérialité. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader dans la rue et croiser une divinité, et du coup, eux, en fait, cette civilisation-là a pour objectif de trouver les autres divinités pour les faire bouffer à la leur vraiment. Parce qu'ils sont persuadés que s'ils arrivent à toutes les faire bouffer, il se passera un truc, mais ils savent pas quoi. Je lis beaucoup de choses variées et j'écris en fonction de ce que je lis. Ouais, après, enfin, en termes de lecture, je lis également beaucoup de choses, Oreo. Enfin, il y a... Ah! Ouais, ouais, ouais. Bah alors, merci Bob. J'ai vu. Je ne m'explique pas d'où vient ce bug, mais j'avais vu et je l'ai géré. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que tu disais, Oreo, moi aussi, je lis pas mal de choses différentes. Après, c'est juste que je me suis rendu compte au bout d'un moment que mon domaine que je kiffe vraiment, dans lequel écrire en tout cas, c'est la fantasy. Après, tout ce que je lis va influencer mon style, va influencer les histoires que je crée. Enfin, en ce moment, je suis en train de lire N.K. Jemisin, les livres de la Terre fracturée, sur lesquels j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, et du coup, mon univers est devenu beaucoup plus hardcore avec les personnages. La lecture influence obligatoirement l'écriture. C'est fondamental. Du coup, c'est normal que ça modifie clairement ce que tu fais. Mais en tout cas, alors est-ce que le stream remarche? Ou est-ce que, parce que moi je revois ma tête là au milieu, mais s'il remarche pas, les dieux qui écrasent les autres, c'est plusieurs fois de suite, c'était perturbant. Les dieux qui écrasent les autres, c'est Zeus? Zeus, tu veux dire? Oui, c'est bon, j'ai peur que ça Non, non, c'est moi qui ai planté Oreo. J'ai entendu Mathieu rire, c'était perturbant. Oui, bah écoute, Shadownist, tu commences à avoir l'habitude. Je rigole beaucoup. Et oui, effectivement, les dieux qui écrasent les autres, c'est un côté très Zeus. Mais en vrai, c'était plus pour faire une version un peu hardcore de la civilisation romaine. Puisque, enfin, alors, encore une fois, je parle de beaucoup de choses, je ne suis pas spécialiste, donc il peut m'arriver de dire des bêtises. Le cas échéant, n'hésitez pas à me le dire sur le coup si vous captez que je dis une connerie. Et surtout, si vous êtes un collégien ou un lycéen ou même un mec à la fac qui vient ici pour réviser ses cours sur les notions de pays, de civilisation, c'est une très mauvaise idée. C'est une très 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 mauvaise idée. Euh, Ah, c'était le même rire à cause du bug, ok. Mais ouais, enfin, les Romains, ils avaient un truc où ils envahissaient un nouvel endroit et en fait, ils prenaient les dieux, ils disaient genre, ouais, non, mais en fait, les dieux, ils existaient. Tes dieux, on est ok, on va juste changer leur nom et ils font partie de notre panthéon. Et c'était de faire un truc un peu comme ça, mais beaucoup plus hardcore, avec un truc de non, non, mais ouais, ouais, ton dieu, il existe, pas de problème. Théophagie, du coup. Phagie, c'est le fait de manger, mais parce que du coup, c'est drôle, quoi. Enfin, je trouve ça drôle. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Donc, comme je disais au début, on a fait des cartes, on a fait de la religion, on a fait de la civilisation. Aujourd'hui, je vous propose un moyen de réunir tout ça, c'est-à-dire de faire un pays. Euh, une première chose à noter, c'est que, alors moi j'ai commencé par les cartes parce que c'était un truc sympathique, très interactif à faire. Puis là ça va être le cas, enfin, vous allez voir au fur et à mesure, on crée tous ensemble. Notez que vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte pour créer un pays. C'est loin d'être obligatoire. De la même manière que vous n'êtes pas obligé d'avoir une religion dans votre pays, que vous n'êtes pas... Enfin, un pays, globalement, ça peut se résumer à juste une capitale, des villes importantes, une manière de penser, un
comportement, un peu une culture, et puis c'est très bien. Et on n'a pas besoin de savoir où sont les choses exactement. On va faire des cartes parce que j'adore ça, et que c'est moi qui stream, voilà. Mais ça n'est pas nécessaire. Euh, tac, tac, tac. Je vous propose de commencer par la question de, bah, c'est quoi un pays? Tout simplement, et à quoi ça sert dans le world building, et après on attaque effectivement le, la création du pays lui-même. Alors, c'est quoi un pays? Globalement, que ce soit un macro-pays, au sens de, vous avez un, dans votre univers, propose un pays rempli de blondes que je gouverne. Possible? Euh, oui, pourquoi pas? Écoute, c'est complètement faisable. Après, enfin, il y a plein de questions qui se posent. La question de renouvellement de la population. Est-ce que tu vas chercher tes blondes ailleurs? Est-ce que c'est toujours les mêmes blondes et les enfants qui naissent pas blonds ou qui ne naissent pas femmes, bah, du coup, on les zigouille à la naissance parce que c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Mais c'est absolument possible de partir sur un pays rempli de blondes que tu gouvernes. Et puis ça peut être des blondes de la bière. Après, là ça devient méta et c'est bizarre, mais, mais voilà. Comme d'habitude, donc ouais, un pays, ça peut être très gros. On peut avoir, enfin, il y a des œuvres de science-fiction où on a une planète entière qui est un pays. On a des pays titanesques bah, dans dans notre monde avec la Chine, la Russie, qui sont gigantesques et qui, très honnêtement, enfin, la France, c'est minuscule en fait, en vrai. Quand on compare avec la taille d'autres pays, c'est ridicule la France en termes de superficie. Il y a des plus petits, attention, hein, mais du coup, je propose vu que la taille n'est pas, vu que c'est pas la taille qui compte dans les pays, voilà. Je vous propose de commencer par une petite, comment ça s'appelle? Définition du CNRTL. Le CNRTL, dont vous dictez les lois, est une dictateur. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas le CNRTL, je vous mets le machin ici. Donc c'est le Centre national de la recherche textuelle et linguistique. Si vous cherchez des définitions, c'est les meilleurs en fait. Les derniers points, les derniers termes qui sont sortis n'y sont pas forcément. Les derniers anglicismes, vous ne trouverez pas la définition de TikTok dessus par exemple. Par contre, vous allez trouver des pages entières sur la définition de religion avec l'équivalent de 40 pages Word pour expliquer les trucs, tout ça. Euh, j'ai checké, il y a deux définitions qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première, c'est que un pays, c'est une division. Merci Oreo pour ton abonnement. Pour ton follow, pardon. La première, c'est qu'un pays, c'est une division territoriale qui est habitée par une collectivité et qui constitue une entité géographique et humaine. Alors vous inquiétez pas, je vais balancer deux, trois définitions et après on va se les réapproprier parce que c'est des définitions du dictionnaire donc on comprend pas tout. Et au sens large, un pays, c'est un État et une nation. Alors du coup, j'ai pris aussi les définitions de État et nation. Un État, c'est une forme particulière de gouvernement. C'est la nature d'un régime politique, tout simplement. Et une nation, c'est, alors elle est un peu longue, un groupe humain stable établi sur un territoire défini, constituant une unité économique caractérisée par une autoconscience ethnique, une langue et une culture commune, formant une communauté politique personnifiée par une autorité souveraine et correspondant à un stade évolué du mode et des rapports de production. Voilà, la Corée du Nord, techniquement, c'est un État, je suppose, enfin c'est un pays, il y a un État, hein, quelle que soit la nature de l'État, hein, on peut avoir un État dictatorial, ça reste un État. Bon, tout ça, toutes ces définitions, elles sont vachement sérieuses, et pas forcément adaptées à un stream. Euh, du coup, je vous propose comme d'habitude, on les passe un peu au shaker, histoire de déterminer ce que ça veut vraiment dire, parce que bah, on est ni des chercheurs, ni des spécialistes. Enfin, peut-être que vous êtes des spécialistes d'ailleurs, le cas échéant, je m'excuse par avance pour toutes les conneries que je vais potentiellement dire. Euh, à aucun moment je ne suis Enfin, je ne suis pas argument d'autorité. Voilà. Moi, ce que je vous propose du coup comme lecture du pays, c'est que c'est un espace géographique dans lequel vit et évolue un groupe humain, sachant que cet espace, ça peut être un espace terrestre, mais ça peut aussi être un pays composé d'un archipel, comme bah, le Japon, où c'est un espace géographique quand même, il y a de l'eau au milieu, mais ça marche. Et l'idée que ce groupe humain, il est uni par un système politique et une conscience de lui-même en tant que tel. Les US n'est pas un pays, mais une nation unifiée. Euh, alors, ce n'est pas un pays, mais une nation unifiée.
Euh, J'entends, je pense voir ce que tu veux dire. D'autant plus qu'il y a la question d'identité. Et, est-ce qu'un Texan se considère Texan avant de se considérer américain? Enfin, états-unien du coup. Ou est-ce qu'il se considère... Enfin voilà. Je peux pas poser de réponse sur ce que je dis. Moi, j'ai tendance à considérer les États-Unis comme une nation, enfin comme un pays. Mais effectivement, à ce regard-là, il y a trop de disparités entre chaque État a ses droits. Ok, d'accord. Oui, effectivement, complètement. C'est très vrai, chaque État a ses droits, chaque État a des différences. Donc oui, potentiellement, effectivement, c'est une nation unifiée qui est composée de plusieurs pays. Même s'il y a une figure politique centrale, qui est le président des États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai pris cet accent, ça n'a aucun sens. Euh, du coup, cette conscience du groupe, des gens qu'il y a dans le pays en tant que tel, elle passe par la question de la langue, par la question de la culture et par la question de la temporalité. En France, il n'y a qu'un droit. Effectivement, complètement, Bob. Je vois ce que tu veux dire et du coup, je comprends effectivement la différence entre les deux. Euh, la semaine dernière, on a beaucoup parlé langue, culture, temporalité, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Enfin, on va pas autant définir cette semaine parce que donc il y a tout un travail de loi derrière. Derrière quoi, Auréo? Alors, tu veux dire dans la création d'un pays fictif? Si tu parles dans le domaine du world building, tu n'es pas obligé de réfléchir euh, tout le code du travail et toute la législation de ton pays, absolument pas. Ce qu'il faut tenir par contre, c'est que bah, tes lois, faut juste savoir quelle est la structure politique. Est-ce que c'est un royaume? Est-ce que c'est un empire? Est-ce que c'est un pontificat? Est-ce que c'est une république? Et s'il y a des lois un peu extraordinaires, par exemple, les gens qui sont chauves, et bah, à partir du moment où ils sont chauves, on leur coupe une main. Bon, bah celle-là, oui, effectivement, c'est une loi à te rappeler. Mais non, non, tu n'as pas à travailler toutes les lois de ton pays, clairement pas. Ouais, je sais, chadoniste, mais bon, j'arrête pas de dire des trucs cool sur les chauves, faut aussi qu'il leur arrive des trucs pas cool des fois. Euh, Globalement, un pays, c'est un lien très très fort. Euh, comment dire? D'un point de vue du concept, pour les gens qui vivent dans ce pays, un pays, c'est un lien très 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 fort. Et ce, qu'on soit patriotique ou non. Vous êtes patriotique ou pas, je m'en fous, mais en tout cas, bah, alors, avec le temps qui passe, le sentiment d'appartenance à un pays peut être moins fort qu'avant, mais encore aujourd'hui, je pense que bah, le français reconnaît, enfin reconnaît les autres français. Pas qu'il les reconnaît, mais on sait qu'on vient du même pays, on a des, des, des pans de culture communs, on a des habitudes communes, on sait dire baguette de manière haute, intelligible et croissant. Voilà. Bon alors, je vais dans le cliché bien sûr, hein, mais voilà, c'est un lien très très fort qui va être très important en fait dans votre univers, et on y vient tout de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant très très longtemps, surtout en Europe, il y avait beaucoup de cas où la notion de pays et de civilisation se superposait énormément. Enfin, le français, c'était une civilisation en fait, la civilisation française, la civilisation italienne. Il y avait des contacts, il y avait des échanges, mais il y avait un fort côté identitaire qui peut être, ce qui fait qu'un pays peut être sa propre civilisation, mais il peut aussi être inclus dans une civilisation qui est plus large, qui va inclure plus de choses, par exemple. Alors je ne sais pas si on peut effectivement parler de civilisation européenne au sens de lien culturel, etc. Est-ce qu'on se reconnaît, est-ce qu'on se revendique européen ou pas? Mais en tout cas, il y a une forme de macro-système qui est en place, mine de rien, en Europe, qui inclut beaucoup de pays. Il y a la question de la civilisation occidentale aussi, par exemple. Donc voilà, on peut superposer à différents niveaux, c'est ce que j'essayais de dire. Euh, voilà. Attention, on va parler beaucoup de pays, il va potentiellement y avoir des questions de nationalisme, parce que ça peut arriver dans la fantasy aussi, puisque la fantasy peut traiter de tout. Euh, Encore une fois, tout ce qui va être dit aujourd'hui, tout ce qui va être discuté, est vraiment dans le cadre de la création d'univers fictifs. Euh, du coup, on peut tout à fait créer un pays
où il y a énormément de racisme, énormément de machin, sans être raciste soi-même. C'est stupide, enfin c'est stupide, non c'est pas stupide. Ça peut être, paraître stupide de le dire, mais je pense que c'est quand même important de préciser cette différence entre bah, la chose qui est créée, les choses qu'on veut montrer à son lecteur, et ce que l'on pense effectivement. Juste, vous pouvez acheter une ville. On peut acheter une ville? Comment ça, on peut acheter une ville, Bob? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Et bah voilà, on peut acheter une ville, sachez-le. Je ne le... Enfin, je checkerai ça, mais je ne savais pas. Euh, On a donc bon, un pays, c'est quoi? C'est cette grosse unité à la fois géographique, culturelle, politique qui existe. Maintenant, la question, c'est pourquoi travailler la création de son pays dans le world building? Quand on se prépare au world building de son univers, d'ailleurs qu'on fasse son world building avant d'écrire le récit, ou après avoir fait la moitié du récit, et à ce moment-là se dire, bon ok, j'ai une grosse base de mon récit, maintenant, faut que je travaille les éléments autour. Parce que c'est possible aussi, le world building peut arriver à plein de moments. Du coup, pourquoi? Et ben pour ce lien, en fait, et parce que aussi, un pays, c'est un découpage géographique qui est généralement connu, plus ou moins précisément, par les personnages de votre univers. Dans ce que j'écris, dans le roman que j'écris, il y a 5 nations qui sont plus ou moins collées. L'un des personnages vient d'une autre nation. Le simple fait qu'ils ne viennent pas de la nation où se passe le plus gros de l'intrigue, eh ben, ça crée une tension entre lui et les autres, puisque les nations ne sont évidemment pas en temps de paix. Hein, voilà. Mais déjà, habiter dans un pays, ça veut dire qu'il peut y avoir une tension avec les gens qui viennent d'autres pays. Surtout si on sait qu'ils viennent d'autres pays. Ensuite, ben, un pays, de par sa structure, et on reviendra dessus bien évidemment plus tard, mais de par la structure du pays, de par potentiellement les croyances, s'il y a une religion commune euh, au pays, s'il y a une culture très forte, très identitaire, et ben ça va beaucoup influencer vos personnages dans leur développement. Ça ne veut pas dire que toute personne qui naît dans tel pays va être le même type de personne, évidemment. Mais par contre, ça veut dire que quand même, bah, si vous êtes sur une nation de type royauté, avec une grosse... regardez sur une net, être maire d'une ville aux US permet bien plus qu'en France. Eh ben, je vais me renseigner là-dessus, Bob. Mais ouais, si vos personnages sont nés dans un royaume avec un fort culte du roi, avec un fort culte de la hiérarchie, avec presque une divinisation du chef de l'État, et bah, il y a de grandes chances, s'ils ne sont pas opposés à ça, qu'ils aient beaucoup moins de mal avec certains concepts de hiérarchie, etc., que des personnages qui viennent d'un pays avec un concept plus horizontal, sans aller jusqu'au communisme évidemment, quoique ça peut aussi être le cas hein, complètement, mais qui auront un concept, un mode de vie plus horizontal et qui du coup auront eux beaucoup de mal avec la hiérarchie, puisque le simple argument d'autorité de je suis tel titre, du coup je peux te donner des ordres, pourra leur poser beaucoup plus de problèmes. Donc mine de rien, au bout d'un moment, réfléchir à un peu les fondements d'un pays, ça aide. Et ça permet aussi de caractériser les différents personnages du récit. Euh, Point à noter qui est très important, c'est que on n'est pas obligé de faire le pays avant le personnage ou le personnage avant le pays. C'est vraiment, c'est vous qui voyez comme vous le désirez. Vous pouvez tout à fait construire un personnage, avoir l'idée de votre personnage, l'idée du récit, et après coup, en fonction des nécessités de votre récit et de ce que vous voulez montrer à votre lecteur, décider de construire votre pays. Vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire créer un pays très stable, et ensuite imaginer vos personnages à l'intérieur et voir un peu ce qui se passe. C'est des méthodes très différentes. Je pense qu'on fera un peu, je pense qu'il y aura un stream à un moment sur les différentes méthodes pour à quel moment se lancer dans le world building. C'est pas la question d'aujourd'hui, mais voilà, restez, vu qu'on est sur des thématiques de création quand même très larges, enfin, on crée tout, il n'y a pas de meilleure méthode que les autres, et il n'y a pas d'obligation surtout. Ça n'existe pas. Je vous rappelle que Terry Pratchett, son univers, c'est un disque monde sur 4 éléphants, sur une tortue qui navigue dans l'espace. Euh, et c'est très bien, moi personnellement j'adore ce qu'il fait.
la cohérence, je sais pas si, voilà, il n'y a pas de respect des lois de la physique, tout ça, mais ça marche et on s'en fout, en fait, c'est très bien. Donc faites-vous plaisir et faites comme vous l'entendez. Euh, Personnellement, par exemple, pour donner un exemple, moi je suis passé par les deux. Dans un premier temps, vu que j'avais l'objectif de créer un univers pour mes romans, etc., un univers stable, complexe et vis-à-vis duquel je voulais développer énormément de choses, j'ai commencé par créer mes nations, par créer un peu ma trame globale, et après, j'ai créé mes personnages principaux. Mais pour toutes les nouvelles que j'écris, pour tous ces machins-là, je crée les personnages, et après je me dis, où est-ce qu'il irait celui-là? Là, il irait bien parce qu'il pourrait être en opposition avec ce qui se passe, il pourrait influer les choses dans tel sens, etc. Mais voilà. L'autre point à noter aussi, c'est que, bah ouais, est-ce que en créant un pays, ça vous permet de définir votre personnage est-il un rebelle? Est-ce qu'il accepte complètement le système? Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Euh, Hop là, j'ai tout perdu, pardon. Est-ce que c'est un pur petit produit local de, on le voit et on se dit, ah celui-là, il vient vraiment de là-bas, c'est génial. Alors que potentiellement, pour d'autres, on se dirait genre, wow, toi tu viens de ce pays-là, putain, c'est chelou quand même. Apple, Google et autres, lors d'un procès, demandent à déplacer dans une ville de Plouc, parce que le juge et le jury est plus soft. Ok, ok. Je. Bah, c'est bon à savoir, Bob. Je ferai des petites recherches là-dessus, du coup. Mais ok, très bien. Les États-Unis, c'est un monde magique, un peu. Euh, Ça ne se passe pas comme chez nous. Vraiment pas du tout. Euh, le pays, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Et d'autant plus que, dans 90% des cas, les récits de. Autant un récit de science-fiction, ça peut se passer dans un vaisseau. Et se passer exclusivement dans un vaisseau, et du coup, c'est pas vraiment un pays. Il y a un rapport à un pays, mais, enfin, à celui qui a envoyé le vaisseau, mais ça peut être des mercenaires qui n'appartiennent à rien, machin, tout ça, tout ça. Par contre, si vous vous placez sur un espace géographique, eh ben, le pays, c'est quand même la méga structure, entre guillemets, la plus répandue. Enfin, la justice n'est pas par département, effectivement, complètement. Mais voilà. Euh, du coup, le pays, en plus, c'est quelque chose qui va être plus ou moins systématique dans les récits, puisque, à part sur des cas très très rares et très très particuliers, eh ben, il y aura toujours un pays. euh, Au-dessus de la ville, au-dessus du machin, tout ça. Sauf si on est sur une cité-État, et là, c'est encore une autre question. Dans tous les cas, au vu du morceau que c'est, comme je disais au début, un peu plus tôt, je pense ce stream va avoir lieu en deux temps. Euh, Et je vous propose donc, maintenant qu'on a un peu présenté la question de c'est quoi un pays, c'est une unité, machin, à quoi ça sert, bah, ça va permettre de créer des grands axes au milieu desquels évolue le personnage, au milieu desquels c'est établi la ville dans laquelle il est, etc. Donc c'est vachement important, mine de rien. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de voir comment on crée un pays. Euh, Si vous êtes tous partants, évidemment. Évidemment. Dans le monde, la France est bien classée au niveau mondial. Ouais, ça je sais. Ça je savais, Bob. Gauche adoniste? Ok. Alors, comme d'habitude, euh, on va traverser plusieurs étapes. C'est énormément le... Merci Oreo. C'est énormément le bordel en termes de notes. Je m'excuse par avance à tous ceux qui détiennent des vraies connaissances sur la question du pays. Euh, j'ai pas mal réfléchi et j'ai déterminé que on avait plusieurs manières de s'attaquer à la création d'un pays. Et j'en ai déterminé trois qui sont plus ou moins liées. La première, c'est l'axe de la géographie. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire une carte, et au fur et à mesure, on va la remplir avec des montagnes, des forêts, des capitales, des villes. On construit ce pays en commençant en fait par sa disposition et par son visuel. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'histoire. C'est-à-dire que vous commencez par... vous vous faites quasiment une frise chronologique, et en fait, vous la remplissez au fur et à mesure d'éléments, et en fait, en les remplissant, vous faites une carte sur le côté et vous avez ces grands événements qui vont créer une structure en fait de votre pays et un peu son identité par par ce biais-là. La troisième, celle que je vais choisir pour aujourd'hui, c'est l'axe de la structure. C'est-à-dire, on va pas penser à quoi ressemble le pays, on va penser à qu'est-ce qui s'est passé dans le pays en premier. On va commencer par se demander, c'est quoi l'identité de ce pays? Qu'est-ce qui le définit en tant qu'entité? Et comment ça l'oppose à d'autres pays. Parce que je ne sais pas si vous connaissez
J'avais parlé du Léviathan de Thomas Hobbes, mais je suis quasiment sûr que j'allais dire n'importe quoi. Donc je vais m'arrêter tout de suite. Mais voilà, enfin, en fait, là, on va envisager la question du pays comme étant une seule entité, et on va construire son identité comme ça. Parce qu'on a déjà fait de la carte, on a déjà fait de l'histoire, donc bon, autant passer par de la structure, des trucs un peu plus sexy, quoi. Enfin, sexy, non, mais voilà. Vous allez remarquer, au fur et à mesure des étapes, on va faire potentiellement des allers-retours entre les étapes, c'est-à-dire descendre, vraiment dire, bon, bah, à telle étape on a fait ça, on va le définir maintenant, que vous, et je pense que ceux qui nous gouvernent n'en ont pas plus. Alors, Bob, j'entends, je ne me prononce pas parce que je pense quand même que le petit Mathieu, qui s'intéresse pas des masses à tout ce qui est politique, etc., il a vraiment pas beaucoup de connaissances en création de trucs. Et oui, Oreo, exactement, on va le voir un peu comme un personnage dans un premier temps. On va avoir plusieurs phases dans cette construction. Il y en a quatre. La première phase, c'est la structure du pouvoir. La deuxième, ce sera le pouvoir et le peuple. Troisième, squelette historique. Et quatrième, la carte, à proprement parler. Étape 1 de notre phase 1, donc la structure et le pouvoir, c'est on va définir des valeurs de notre pays. Alors, ces valeurs ne vont pas être l'équivalent de liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, en fait, ça va être, on va en prendre trois quand même, trois termes, qui vont en fait nous permettre de voir les choses les plus importantes dans notre pays. Ah oui, je vous conseille de vous prendre une feuille A4 pour le coup. Généralement, les petites feuilles ça marche, mais là je pense qu'on va avoir beaucoup de choses, donc une feuille A4 c'est bien. Donc étape 1, il faut déterminer trois valeurs. Pour ces valeurs, je vous propose de prendre trois, enfin c'est pas vraiment des valeurs, mais trois éléments de nature différente. Je vous propose de prendre un concept, par exemple la liberté, l'égalité, la hiérarchie, la fraternité, des choses comme ça. Une deuxième qui sera une qualité, qui sera en fait une qualité qui est très importante dans cette nation. Ça peut être la rébellion, ça peut être le courage, ça peut être la sagesse, euh, ça peut être la bienveillance. Et en troisième, un élément plus concret, enfin concret pas nécessairement, mais qui va montrer aussi un axe de développement qui peut être l'argent, enfin le commerce, la science, le combat, la magie. Bref, on cherche un concept, une qualité et un élément un peu plus concret. Ces trois choses vont nous, si on se concentre sur le world building. Je suis d'accord avec toi, Shadonis. C'est pour ça qu'on avance tranquillement sur Pluton, sans doute. Euh, donc je vous propose de trouver les trois, de réfléchir vos trois valeurs, donc concept, qualité, élément, et puis quand vous les avez trouvés, de les partager sur le chat, parce que c'est toujours sympathique, comme ça au fur et à mesure on voit nos pays qui se construisent tous en même temps. Alors, moi du coup c'est le pays des elfes. Et alors j'ai pas alors le terme que je vais employer c'est la discrétion. Mais c'est pas vraiment discrétion, c'est plus le fait, vous savez, quand on dit d'une personne qu'elle est discrète, pas parce qu'on ne la voit pas, mais parce elle n'est pas intrusive, enfin, la non-intrusivité, du coup, en concept. Parce que voilà, c'est un pays qui, vous allez voir, mais qui est divisé en plein de régions, et du coup, chaque région, un peu en mode, on reste chacun de notre côté, on s'introduit pas trop les uns chez les autres. Intrusivité. Euh, comme qualité. Alors, il va falloir que je regarde très rapidement sur l'internet, parce que je ne suis pas sûr de... C'est quoi le contraire de l'orgueil? L'humilité, la réserve. On va mettre l'humilité. Courage, force et mauvaise foi. Ok. Ouais, non-intrusivité, humilité, et le troisième élément, c'est... enfin, l'élément machin, c'est le rapport à la divinité. Ouais, bon, je vais mettre la divinité. Donc voilà. Les trois valeurs donc, de mon pays, ça va être
Dans l'intrusivité, on se mêle pas des affaires des autres. L'humilité, on va pas forcément chercher à se considérer meilleur que les autres. Et la divinité, comme je l'appelais, alors c'est pas ça, mais l'idée de chaque région a sa divinité, et il est très important de la vénérer comme il faut, de la maintenir en vie, etc., etc. Puisque, alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le téléfilm Merlin qui était sorti dans les années 90-2000, mais j'ai un concept dans mon univers que j'ai piqué là-dedans, enfin dans cet univers-là que j'ai piqué carrément à ce téléfilm, qui est que bah, si on arrête, si plus personne ne croit en une divinité, la divinité disparaît en fait, et ne pourra plus réapparaître derrière. Donc, quand quand chaque région a une divinité tutélaire, entre guillemets, et ben les gens qui croient bien, qui font bien les rites, c'est plutôt important. Euh, euh, le respect, le consentement et la facilité. Attends, le constement ou c'était consentement? Et la facilité. Respect, consentement et facilité. Ok. On va voir où ça nous mène, mais très bien. Donc voilà, prenez en compte que ces trois valeurs. Le world building, c'est la création d'univers, Bob. Mais on va continuer d'avancer. Le... Prenez en compte en fait que ces trois valeurs, c'est des choses qui sont centrales pour les gens qui sont au pouvoir, et on y vient, mais c'est aussi qui sont centrales pour le commun des mortels. C'est-à-dire que les gens qui habitent là-dedans, alors certains sont en opposition avec, mais il y a vraiment un truc de le mec lambda, le monsieur tout le monde de votre univers, enfin de ce pays, et ben il adhère, il connaît ses valeurs en tout cas, et il y adhère plus ou moins. Que ce soit il y adhère complètement ou qu'il cherche à s'y opposer. Merci Bob, à la prochaine. Donc voilà, on a nos, on a nos trois valeurs. Maintenant qu'on les a, et ça va être un système de reconnaissance pour les gens de ce pays, on va se demander quel est le système politique qui gère ce pays. Par système politique, j'entends, est-ce que c'est une monarchie? Est-ce que c'est une république? Est-ce que c'est un empire? Est-ce que c'est un pontificat? Un pontificat, c'est quand c'est quand c'est géré par un pontife, en gros, tout simplement. Et aussi, il y a plusieurs types de républiques, plusieurs types de monarchies, plusieurs types d'empires. Par exemple, bah, on a la monarchie de droit salique, où c'est le premier fils qui machin, et où globalement c'est plutôt lié à une lignée. On peut avoir la monarchie plus dite éclairée, qui avait tenté les Lumières à l'époque, avec un monarque qui essaye d'avoir les considérations du peuple un peu plus au centre de sa manière de diriger de diriger le pays. On peut avoir une monarchie potentiellement avec une élection, et où c'est quand même un roi qui décide, mais il y a une élection derrière. Bref, quel est le système politique que vous prenez? Alors, personnellement, et puis, enfin là, oui, ça peut être géré par un conseil, ça peut être géré par plein de choses. Donc, et comme toujours, le but là, ça va être de balancer beaucoup de bases pour un pays qui après pourront être très étoffés. Euh, Personnellement, je vais partir sur une monarchie, mais une monarchie un peu bizarre. Euh, on en parlera sur la prochaine étape, sur l'étape 3, mais où en fait le roi, disons que le statut du roi n'est pas lié n'est pas lié à son ascendance. Les enfants du roi actuel ne seront pas les prochains. Voilà. Vous partez sur quoi de votre côté, Oreo et Shadowlist? Empire? Ok. Une dictature. Ah bah oui. Bah oui, à l'ancienne, une petite dictature, c'est toujours sympathique. Prenez en compte, bah, comme on disait, que bah, selon, selon ce que vous allez... selon les choix, alors bon, je suis pas sûr que de royaume à empire, il y ait énormément de différences, mais eh ben, ça peut changer des choses. Les gens qui ont vécu, qui ont passé leur vie dans une république et qui se retrouvent d'un coup dans une monarchie, ça change. Bref. Troisième étape, quelle est la figure au pouvoir? Et surtout, comment est déterminée cette personne qui est au pouvoir? Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on va prendre plusieurs exemples. En France, on était dans une monarchie basée sur le droit salique, c'est-à-dire que c'est le premier fils encore en vie, l'aîné garçon, qui prenait le pouvoir.
une fois son père mort. Il pouvait y avoir une régence, un machin, mais voilà. Au Japon, Monsieur Cadeau, si vous voyez ce stream, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, parce que j'aimais beaucoup vos cours à l'époque. Au Japon, il y avait la famille impériale, et en fait, c'était des femmes des familles extérieures qui... c'était enfin, les autres familles nobles, en fait, qui pouvaient se marier, et du coup, en fait, la femme qui se mariait à l'empereur pour lui faire des enfants, du coup, pouvait donné beaucoup de pouvoir à sa propre famille, pour simplifier, schématiser à l'extrême. Mais voilà, il y a cette question de comment est-ce qu'on peut acquérir le pouvoir, en fait, comment on y arrive, est-ce qu'on peut y arriver, etc. Dans mon cas, le... alors la figure au pouvoir, c'est un roi, c'est le roi des elfes, qui s'appellera le Roalf, parce que, parce que j'aime pas les elfes, donc il faut que ce soit ridicule. Et l'idée, c'est que pour accéder au pouvoir, lorsque le roi meurt, c'est un noble d'une autre région. Toutes les autres, il y a une espèce de vote, parce que bon, les elfes en plus ça vit longtemps, machin, tout ça. Il y a un espèce de vote en fait où c'est nécessairement le roi d'une autre région, enfin un elfe d'une autre région qui sera élu roi à ce moment-là. Ce qui fait qu'une fois c'est un elfe des plaines, une fois ça va être un elfe des marais, une fois ça va être un elfe de l'océan, et du coup le pouvoir central, la figure qui représente le pouvoir se déplace pour donner un peu l'illusion que ça change, alors que bon, si c'est des nobles tous, ça change pas tant que ça en vrai. La fille cadette. Ok. Ok, du coup c'est le plus jeune qui est... c'est le plus jeune qui prendra... La plus jeune, du coup, donc on est sur une dictature matriarcale, Oreo, si j'ai bien compris. C'est les femmes qui sont au pouvoir. Enfin, c'est une femme, en tout cas, qui est dictatrice, et l'héritier de l'empereur doit être plus badass que le reste de sa fratrie. Ok, Shadowist. Comment est-ce qu'on détermine qui est le plus badass? Parce qu'il y a plein de manières d'être badass. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, si j'apprends qu'il y a quelqu'un qui peut manger 2 kilos de viande sans s'évanouir, voire mourir, je trouve ça badass, personnellement. Et en quoi est-ce que ça, c'est un concours de la badassitude? Ah, violence. Ok, ok, c'est un concours tout en violence, très bien. Oui, il faut savoir, Oreo, je sais pas si tu as déjà vu quelques-uns de nos streams, mais Shadowist a une certaine part de sadisme en lui, qu'il exprime à travers ses personnages. À ses personnages, sur ses personnages. Donc voilà, Rolf, il y a une réélection à sa mort. Mais par contre, Ah bah d'accord. Mais voilà, par contre, le roi des elfes de mon univers a une grosse partie du pouvoir. C'est pas un président qui est... Voilà. Je savais pas. Il faut... Non, mais c'est... Les gens qui font du world building, généralement, ils ont tous un peu des tics, des tocs dans tous les sens. Moi, le premier, hein. Donc voilà. Étape 3. On passe à l'étape 4. Quelle relation cette figure entretient-elle avec le peuple? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il faut prendre en compte que, pendant très très longtemps, en France, pendant la monarchie, le peuple vénérait le roi comme un dieu. On avait une monarchie de droit divin, ce qui veut dire que le roi était censé être choisi par Dieu, si je dis pas de bêtises. Antonyme, chez moi c'est un conseil qui élit l'empereur à la mort du précédent, c'est obligatoirement un humain de la noblesse. Ok, salut Antonyme d'ailleurs, et bienvenue parmi nous dans cet atelier de création d'univers. Euh, donc voilà, la question, quelle est pour notre quatrième étape, quelle relation entretient cette figure au pouvoir, donc pour deux d'entre vous, l'empereur ou la dictatrice, ou pour moi le roi, comment est-ce qu'il est vu en fait par le peuple? Et par peuple, j'entends l'équivalent du tiers état, enfin la grosse majorité du peuple. Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il est détesté? Est-ce qu'on le divinise? Bref, qu'est-ce que le peuple pense de lui? Euh, Dans mon cas, étant donné que on est sur un truc très non intrusif, plein d'humilité, tout ça, j'aurais tendance à dire que le commun des mortels, ils s'en battent un peu les coups, les steaks du roi Alf. Ils s'en foutent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est sympa, et voilà, mais finalement,
Euh, Il y a un peu un truc de, bah, de toute façon, c'est un pouvoir central, mais bon, chacun fait ses trucs dans sa petite religion, donc, enfin, dans sa petite région avec sa petite divinité, donc est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire? Non. Ils s'en foutent un peu, mais il y a une forme de respect quand même. On n'est pas non plus sur de la délation pure et dure. Le peuple féminin l'admire, mais au contraire, la plupart des hommes la détestent. Oui, je... c'est cohérent. Enfin, après, ça dépend de... tu as découvert récemment et tu adores. Bah, super. Anthony, ça me fait plaisir. Euh, Bah après, je suppose que ça dépend un peu des lois, enfin, de la manière que ta dictatrice a de gérer ton univers, Oreo. Est-ce qu'elle gère le machin en faisant une espèce d'inversion où nous on a le patriarcat et là c'est un espèce de matriarcat absolu hardcore? Effectivement, si c'est le cas, c'est compréhensible que la plupart des hommes bah, la détestent du coup. Surtout si c'est la première. Mais on va y venir. On va y venir. Il y a beaucoup d'inégalités envers les hommes. Ok, ouais. On est sur une espèce de miroir inversé de notre société, en fait, finalement. Bon, et vous, Anthony et Shadownist, comment le peuple perçoit votre figure au pouvoir? De là, le temps on ait les réponses suivantes qui arrivent. Étape 5. On a donc les valeurs de notre pays, on a le système politique, on a la figure au pouvoir, on a la relation du peuple vers cette figure. Chez moi, l'empereur est craint, mais on pense aussi que c'est un... Hein. Oui. Oui, c'est un peu je suppose que c'est un peu ce trope de... C'est un gros con, mais en même temps, il a tellement de puissance sous la main qu'on va éviter de lui dire, parce que sinon, il va juste raser le village sur un coup de tête. Enfin, je pense que je commence à connaître ta manière de construire les machins. Ouais, je m'en doutais. Mais ouais. Étape 5 du coup. Qui détient effectivement le pouvoir? Alors, par qui détient effectivement le pouvoir? Alors, on va pas rentrer dans des grosses considérations politiques, machin, mais globalement, on peut diviser le pouvoir en trois trucs. Les gens qui font la loi, les gens qui la font exécuter, et les gens qui règlent les litiges autour de la loi, en gros. Euh, la personne qui détient effectivement le pouvoir peut absolument être votre figure qui est au pouvoir. Le cas échéant, bah, vous notez juste que c'est la même personne. Ce qu'il faut savoir, tous les pouvoirs peuvent être détenus par la même personne, pas nécessairement. Mais en tout cas, voilà, qui est-ce qui, au bout du compte, dirige? Il y a beaucoup de disparités, la noblesse est dévouée au souverain, le peuple s'en fout un peu, mais ils le craignent. Ok, ok, ok. Mais ouais, voilà. Qui est-ce qui fait vraiment les choses? Parce que, bah, par exemple, je vais reprendre l'exemple du Japon et de la France, parce que c'est des systèmes qui étaient assez différents quand même. En France, le roi pouvait, car elle est hyper basse. Ouais, c'est très monarchie à la française où le roi avait, enfin le roi il pouvait passer des décrets et puis voilà. Euh, le, euh, Au Japon par exemple, l'empereur qui symbolisait le pouvoir n'avait aucun pouvoir effectivement effectif sur la loi. Au Japon, l'empereur est une figure euh, représentatrice du pouvoir, mais surtout une figure religieuse. Euh, dans mon cas, euh, je vais partir du postulat qu'en fait c'est les chefs des régions qui, euh, qui décide du plus gros de ce qui se passe. Donc chaque région a un genre de préfet. Non, un préfet c'est une préfecture. Un genre de chef de région. C'est les chefs de région et le Roalf en fait c'est juste des lois qui datent d'il y a 500 ans, interdiction formelle de l'émission. Génial, chadoniste. Ouais, moi c'est les chefs de région qui dirigent un peu comme ils veulent, et le Roalf, pour rester dans un truc un peu... voilà. Tous les ans, le Roalf, il a le droit de donner une directive nationale qui doit être appliquée pendant un mois. Et ouais, une directive nationale par an. Du coup, alors la prochaine question ne va pas te... Antonyme, pareil, enfin, propose-nous les...
Propose-nous tes réponses au fur et à mesure, enfin, c'est toujours sympathique. La prochaine étape, qui est ce que j'ai appelé l'étape 5.5, parce elle ne s'applique pas à tout le monde, et ben elle ne s'appliquera pas à toi, Oreo. Tu vas comprendre. En gros, l'étape 5.5, c'est quelles sont les relations entre la figure qui représente le pouvoir, donc l'empereur, la dictatrice, machin, et ceux qui détiennent effectivement le pouvoir, ceux qui font la loi, etc. Quelles sont les relations qui sont entretenues entre les deux? D'ailleurs, bah, d'un point de vue strict chadoniste, toi, la question, ça peut être, est-ce que les empereurs essayent quand même de modifier les lois? Est-ce qu'ils essayent de trouver des astuces? Ou est-ce qu'ils acceptent juste purement et simplement? Donc voilà, il y a toute la question de, est-ce qu'ils se respectent? Est-ce qu'ils sont en opposition? Est-ce qu'ils luttent les uns contre les autres? Est-ce qu'ils cherchent à se débarrasser, ceux qui détiennent le pouvoir cherchent à se débarrasser de la personne qu'ils symbolisent? Ou inversement, est-ce qu'ils coopèrent? Enfin voilà, c'est toutes les petites questions de comment les différentes personnes qui gèrent le pouvoir interagissent entre elles, finalement. Personnellement, ils s'en battent un peu les couilles. Il n'y a pas de réelle, pas de réelle interaction. Et le peu qu'il peut y avoir, c'est ouais, si jamais le Roalf va aller dans une autre région, oui, ils vont bien l'accueillir, ils vont pas lui jeter de la boue à la gueule, mais c'est pas non plus, enfin, on s'en fout, quoi. C'est un chef de région, et en fait, limite, la nation des elfes existe juste parce que bah, c'est tous les elfes, et ils se sont dit, bon, bah, toi t'es un elfe, toi t'es un elfe, je suis un elfe, viens, on fait un pays des elfes, on va l'appeler Elfland, et puis ce sera très bien, quoi. C'est plus par dépit qu'autre chose qu'ils ont fait ce pays. Euh, donc voilà, on a la phase 1 qui est faite avec ce point-là. C'est-à-dire qu'on a vu les valeurs un peu générales les trois valeurs générales de notre pays. On a vu son système, enfin son système politique. On a vu qui représentait ce système. On a vu qui détenait le pouvoir, ce que les gens pensaient de la personne qui représente le pouvoir. Et maintenant, on va passer à la deuxième phase de la création du pays, si c'est bon pour vous, euh, qui est en fait de voir un peu plus en profondeur, s'intéresser à la question du peuple en fait. Si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on passe à la phase 2. Du coup. C'est marrant parce que quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un super vilain qui est en train de passer à la phase 2 de son plan pour détruire l'humanité. Et ça fait un petit truc à mon ego, je vais être honnête. Euh, J'aime bien. J'aime bien les méchants. C'est marrant. Est-ce que c'est bon pour vous le chat? Tac, tac. 2 secondes, tu prends des notes. Pas de problème, Oreo. Pas de soucis. Tac, tac, tac. Donc ouais. On a vu ça. On est bon pour Shadonis. Bon bah on va. Ton top chrono, Oreo, et on passe à la suite. Mais voilà. Shadowist, comme d'habitude, si à un moment, parce que là, j'ai pas encore trop parlé d'œuvres. C'est bon pour toi, Oreo? Super. J'ai pas encore trop parlé d'œuvres de fantasy. Tu connais T'es un habitué de la maison maintenant, Shadowist, hein. Si je dis n'importe quoi, tu m'arrêtes et tu me reprends, comme ça a pu arriver plein de fois sur Game of Thrones, par exemple. Donc, phase 2, la question du peuple vis-à-vis de ce pouvoir et vis-à-vis de ce pays, en fait. Euh, la première question à se poser, c'est comment le peuple est-il découpé? Par découpé, j'entends quels sont les grands groupes qu'on a dans la population. Euh, Est-ce que c'est basé sur l'argent et on a les pauvres, les moyens pauvres et les riches? Est-ce que c'est sur leur fonction? Le bouquin dont j'avais parlé il y a quelques semaines, N.K. Jemisin, a un gros découpage comme ça où les gens, leur nom de famille, carrément, c'est leur fonction, et où on peut avoir les artisans, les guerriers, les mages, Est-ce que c'est un découpage en fonction de la divinité qui est vénérée? Est-ce que c'est un découpage en fonction de la fonction? Pas de la fonction, pardon, parce que fonction, j'en ai déjà parlé, mais des valeurs. Ok, donc toi, c'est femme-homme. Euh, alors,
Dans ton cas, effectivement, ça n'a pas d'intérêt d'en trouver plus que deux. Shadowlist, bah, je t'invite à proposer, parce qu'effectivement, toi, tu es sur une dictature genrée, Oreo, donc effectivement, ce serait bizarre d'avoir genre femme, homme et enfant, par exemple. Mais pour ceux qui sont pas sur une dictature comme ça, où il y a une grosse opposition entre deux parties de la population, je vous propose d'essayer de trouver au moins trois groupes. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc personnellement, ils sont divisés en termes de l'importance de leur divinité. C'est-à-dire il y a trois castes. On va les appeler on va les appeler les utiles, les moyens et les inutiles. Et en fait, en fonction de les guerriers, les faibles et les étrangers. Et ou en fonction de l'utilité de leur divinité, par exemple, bah, les elfes de la montagne qui vénèrent la nymphe de la montagne, on s'en bat un peu les steaks. Des gens qui vont vénérer des machins utiles, genre sur la question de la vie, la question de... Ils sont très xénophobes. Bah, je vois ça. Sur la question de... comment ça s'appelle? Qui vont... Ouais, la vie, la lumière, ces choses-là. Eux, c'est des elfes qui vont chez les utiles. Les moyens, c'est genre, ouais, bon, ok. Oui, la nymphe de la nourriture, c'est pas mal. Bon, on peut en trouver autrement. Et les inutiles, c'est genre, bah, les elfes du marais avec leur nymphe du gazon, on s'en bat un peu les steaks, quoi. Enfin, c'est pas... C'est utile pour eux, mais au niveau du pays, on s'en bat un peu les steaks, quoi. Euh, une fois qu'on a ça, alors, les groupes, ces groupes sont-ils hiérarchisés? Du coup, vu le nom des groupes, oui, clairement. Ça, c'est l'étape 7. Est-ce que les groupes sont hiérarchisés? Est-ce qu'ils le sont ouvertement, d'ailleurs? Parce que il peut y avoir une hiérarchie qui existe, mais où on se l'avoue pas. On est un peu, on fait genre c'est pas le cas, même si fondamentalement. Donc, est-ce que ces groupes sont hiérarchisés? Premier point de la question 7, donc bah, vu les noms, oui. Et ensuite, alors, quelle est la hiérarchie? Si vous avez des... Je sais pas comment dire. Parce que là, tous, vu que bah, pour Oreo, c'est une dictature genrée femme-homme, plusieurs religions avec un gros bordel, mais le gouvernement est laïque. Ok, gouvernement laïque. Tac, tac, tac. Plusieurs religions, gros bordel, gouvernement quand même laïque. Du coup, pour revenir au point juste avant, comment la population elle est divisée dans ton pays, Anthony? Ils font genre ils s'aiment, mais en vrai ils se détestent. Ok. Euh, tac, tac, tac. Shadowlist, je suppose que les guerriers sont en haut, après il y a les faibles et après il y a les étrangers. Connaissant. Mais ouais, cette question-là. Et ensuite, quels avantages, surtout c'est ça le plus important, quels sont les avantages de ceux qui sont en haut de la hiérarchie? Ou s'ils n'ont pas d'avantages à proprement parler, quels sont les désavantages de ceux qui sont en bas? C'est-à-dire en quoi cette hiérarchie va impacter la vie de tout un chacun? Est-ce que il y a des plus grosses ressources économiques qui sont allouées? Est-ce qu'ils ont plus de droits? Est-ce que, ils ont accès à des meilleures infrastructures? Est-ce qu'il y en a qui ont la sécurité sociale et pas les autres? Est-ce qu'il y en a qui ont le droit de... Est-ce que les gens qui sont en haut, ils ont le droit de cracher sur ceux qui sont en bas et tout le monde est d'accord avec ça? Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des avantages à cette... Normalement, s'il y a une hiérarchie, il y a des avantages. Quels sont-ils? Alors, le but, c'est pas d'en poser 10 000, mais de trouver un peu, je vais dire, les deux trois avantages qui vont montrer un peu la rupture qu'il y a entre entre les différents groupes de votre univers. Dans mon cas, alors, les moyens à plusieurs ethnies, t'as pas encore un peu comme en Suisse, mais avec des tensions entre certains groupes, mais j'ai pas tout défini. Il n'y a pas de souci, Anthony, on est là pour justement pour avancer tranquillement. S'il y a des choses que t'as pas forcément définies, tu peux te laisser le truc de côté
De toute façon, alors j'arrête pas de le dire, mais là ça y est, toutes les vidéos ont été montées, donc elles finiront sur YouTube, je pense, à partir de la semaine prochaine. On a une réunion qui va arriver pour en discuter. Mais donc tu pourras tout retrouver et puis reprendre un peu à ton rythme tout ça. Mais voilà, là on est à la tension entre les groupes, du coup. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus élevés que les autres? C'est la seule question à te poser, du coup, Anthony, pour le coup, si tu as l'idée en tête d'ailleurs. Euh, c'est comme au Qatar, les droits des femmes, mais à la place c'est les hommes. Ok, Oreo. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, c'est sacrés avantages pour... Enfin, sacré avantage pour les femmes, slash désavantage pour les hommes, du coup. Et moi, du coup, je vais dire que les utiles, ils ont un avantage, les inutiles, ils ont un désavantage. Les inutiles n'ont pas le droit de quitter... Les gens sortis, je vois que votre pays n'est toujours pas créé. Je suis parti aux US parce que votre pays va venir. Ah, ah bah, il y a clairement plus de puissance nucléaire que dans le pays que je suis en train de créer. C'est un pays d'elfes, donc... Mais... Mais dans les... Donc, mes inutiles, ils ont pas le droit de quitter leur région. Interdiction de déplacement sur le territoire. Parce qu'on va pas contaminer les autres non plus, donc il fait plus que ça. Et les utiles... Hmm. Et les utiles au moment la Russie, quoi. Il n'y aurait pas juste que la Bob. Et les utiles au moment de l'élection du roi Elfe, ils ont plus de chances de voir leur chef de région élu. Ce qui veut dire que l'élection n'est absolument pas impartiale, évidemment. Ils ont plus de votes que les inutiles. Genre chaque noble utile a genre 3 votes. Chaque noble moyen a 2 votes. Et les inutiles, ils ont un seul vote par noble. Euh, euh, plus de votes. Tac, tac, tac. Du coup, Shadonis, tu pars sur les guerriers, ils peuvent cracher sur les autres. C'est une bonne idée, ça. Et tu veux dire pour la question des votes? Bah, en vrai, je m'étais pas mal posé la question vis-à-vis de voter, comment tu peux en avantager des gens quant à la question d'un vote. Et en fait, la meilleure technique, c'est de dire que bah, t'as des gens, ils peuvent voter plusieurs fois. Ce qui fait que du coup, bah, fondamentalement, ils ont plus de système, quoi. Euh, Chez moi, le peuple, c'est des pecnos. Attends, alors attention, Anthony, mais moi, les gens qui votent, c'est pas le peuple. C'est les nobles. Les nobles votent. Parce qu'ils sont nobles. Le bas peuple, ils ont aucune chance de voter, quoi. Droit de cuissage dans votre... Ah, alors, le droit de cuissage, on a aboli ça il y a quelques années. Mais bon. Tac, tac, tac. Oui, non, non, le peuple des elfes, enfin, les bas, ceux d'en bas, là, ceux qui cultivent la terre ou la boue, on s'en fout, quoi. Enfin, on s'en fout, non, mais le gouvernement n'en a strictement rien à carrer, quoi. La plèbe, exactement. De là, on a une dernière étape dans la question de le pouvoir et le peuple, c'est étape numéro 8. euh, comment le peuple est-il perçu et géré par les gens au pouvoir? En gros, est-ce que les gens au pouvoir dirigent, dirigent la nation avec le désir de bien diriger et la populace, exactement, Anthony. Est-ce qu'ils dirigent avec le désir de vraiment être bon? Est-ce que le peuple aille bien? Est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Est-ce que ils ont un espèce de rapport de «Ah, ils sont sales, ça me dégoûte, je veux pas qu'ils m'approchent». Bref, comment est-ce que les gens d'en haut voient les gens d'en bas, en fait? Parce que ça veut pas forcément dire qu'ils... Sécu et retraite, nada. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont insulter les gens du peuple, mais s'ils se considèrent fondamentalement supérieurs, si leur objectif c'est de s'enrichir sur le dos des autres, et ben ça va changer pas mal de choses dans votre pays et du coup dans la manière que votre pays a d'évoluer en fait. Dans mon cas, comment est-ce qu'ils sont perçus et gérés par les gens au pouvoir? Tac tac tac.
Très bien, Shadowlist. Pour faire des versions genre, oh là là, ok, ouais, très bien, très bien. À l'ancienne. Les femmes pensent que les hommes n'ont pas de cerveau et qu'ils ne servent pas à la même chose. Et qu'ils ne servent à la même chose que le H dans homme. Oh, joli! Joli, Oreo. Alors moi, je partir du postulat que il y a un gros... Enfin, on se mêle pas les uns des autres, les uns aux autres en fonction des régions. Mais par contre, les gens qui dirigent, ils ont un peu... ils ont tendance à quand même, vu qu'on est sur des régions très identitaires, avoir un peu le peuple autour d'eux comme un peu comme un peu comme la MIF, quoi. Genre, de toute façon, c'est des toutes petites régions, donc c'est un peu la MIF. Mais ça, c'est que le peuple, enfin, que la populace, quand c'est ceux de leur région, euh, quand c'est pas leur région, ça les dégoûte, quoi. Genre, ouais, non. On tolère les nôtres, mais... Enfin, on aime bien les nôtres, mais les autres, s'ils pouvaient rester chez eux... Ok, 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 ok. Alors, là, on a fini la deuxième phase, et je suis face à un dilemme, parce que là, donc, il nous reste deux phases, c'est-à-dire la phase historique et la phase géographique, et on en a pour un petit moment, mine de rien, encore, donc je me tâte à couper ici, pour la semaine prochaine, préparer un truc bien où on va faire des frises chronologiques et refaire une carte. Et pour vraiment prendre plus de temps sans avoir à courir, parce que mine de rien, quand le world building, quand les streams durent longtemps, ça devient. Enfin, au bout d'un moment, on n'arrive plus forcément à suivre. Ok, je viens de mettre une option bourse sur votre projet actuellement, Dieu c'est moi. Et bah, j'attends de recevoir la notification de mon banquier, Bob. Du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez, bah, Oreo, Anthony, mes shadonistes. Est-ce que vous voulez continuer? On fait squelette historique aujourd'hui, mais il y a c'est 5-6 étapes pour le squelette et encore 5-6 étapes derrière pour la géographie. Bah, ça fait beaucoup. Ce que je vous propose, euh, et je pense qu'on peut pas tout faire, c'est pour ça que ce que je vous propose, ceux qui sont là et qui comptent, on s'arrête là. Donc on a fait nos deux premières phases de la création d'un pays. Donc d'abord la structure du pouvoir avec les valeurs, le système, la figure au pouvoir, les gens qui détiennent le pouvoir, tout ça. Ensuite on a vu un peu la gestion du peuple, comment le peuple est hiérarchisé, quelles sont les hiérarchies, quels sont les avantages à cette hiérarchie, etc. Ce que je vous propose pour la semaine prochaine, donc la semaine prochaine on va attaquer la question de créer l'histoire d'un pays. Et pour le coup, en France, on avait un genre littéraire. Je dis n'importe quoi, c'est absolument pas français, mais il y a eu beaucoup de genres. En Europe, en tout cas, il y a eu beaucoup de genres littéraires entre la chanson de geste et l'épopée qui allait un peu dans ce truc. Enfin, vous savez, les Franciades, l'Iliade, l'Odyssée, toutes ces choses-là qui ont un gros côté mythe fondateur, etc. La semaine prochaine, on verra comment construire euh, l'histoire du pays qu'on a vu cette semaine et aussi comment l'intégrer, comment la réfléchir pour qu'elle illustre les valeurs, pour qu'elle illustre toutes ces choses-là. On verra aussi comment créer la carte de notre pays et quel est l'intérêt d'avoir une carte qui sera très succincte, mais qui nous permettra juste en un clin d'œil, en un coup d'œil, de voir un peu ce qui se passe. Ce que je vous propose du coup, c'est d'un peu, alors passez pas 4 heures là-dessus, mais dans un coin de votre tête, laisser votre pays un peu germer tout seul dans son coin en vous disant, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans le pays, tout ça. Comme ça, la semaine prochaine, on discute d'histoire, de géographie. Et vu que ce sera l'un de mes derniers streams euh, avant avant les vacances de Noël, enfin, parce que du coup, après, c'est lundi, dimanche 25 et dimanche 1, je ne serai pas là. Et comme ça, la semaine prochaine, on conclut les fondations de religion, d'empire, de tout ça. Et après les vacances, donc en janvier, on reprendra avec les questions notamment de bestiaire, parce que j'adore les bestiaires. Bestiaire, sorcellerie, toutes ces choses-là.
Bah, je vous remercie à tous d'être passés. Je vous donne alors rendez-vous continue bah, avec plaisir Auréo. On se retrouve alors dimanche prochain pour la deuxième partie du coup de la création de pays. Et sinon d'ici là, mardi matin, il y a un rush d'écriture avec Nicolas et mercredi après-midi avec moi. Voilà. Bonne soirée à tous, enfin bonne fin de journée à tous et à bientôt. Comment je fais déjà? Ah oui, je coupe là, après je vais là. Non.